Salam alaikum, chers téléspectateurs, à cette deuxième partie de notre émission d'aujourd'hui, une rétro-info de la semaine. On avait évoqué la première partie, le limogeage du gouverneur de la Banque d'Algérie, ses effets, c'est le timing de ce limogeage. On a parlé de l'article de l'APS qui a critiqué sévèrement un des partis politiques agréés en Algérie et qui a osé, si je peux dire, critiquer la situation en Algérie. Maintenant, on va essayer de venir à la situation actuelle. C'est surtout ces grèves qui ont bouleversé, si je peux dire, le quotidien des Algériens la semaine passée. On écoute d'abord cette infographe sur l'autorité cybercriminelle et criminalité qui a diffusé un communiqué pour dénoncer les appels anonymes, entre parenthèses, de quelques gens qui ont demandé aux commerçants de faire grève la semaine passée. On écoute d'abord cette infographe de cette autorité. Au lieu d'analyser sérieusement les causes de la tension et de rechercher des solutions, les autorités optent pour une politique de fuite en avant et du tout sécuritaire. L'Autorité nationale de prévention et de lutte contre les crimes liés aux technologies de l'information et de la communication a mis en garde contre des publications qu'elle a qualifiées de subversives. Cette autorité a accusé des personnes, qu'elle dit résidant à l'étranger et connues pour leur hostilité envers l'Algérie, d'inciter les commerçants et les transporteurs à la grève. Selon elle, ces personnes, installées au Maroc, en France, en Grande-Bretagne et au Canada, ont appelé les commerçants à faire grève jeudi passé à travers leurs pages sur les réseaux sociaux. L'autorité nationale estime que ces individus cherchent, via les plateformes de réseaux sociaux, à porter atteinte à la stabilité du pays. Le communiqué d'alerte de l'autorité est apparu en décalage avec les missions qui lui sont légalement assignées et aussi apparu ambigu, car il ne précise pas clairement l'objectif et l'identité de ces personnes incriminées. S'agit-il d'un avertissement aux Algériens contre la diffusion de ces publications, ou plutôt des menaces adressées aux commerçants pour ne pas répondre à ces appels de grève? Donc c'était le communiqué de cette autorité qui a mis en garde les commerçants, si je peux dire, de ne pas suivre ces appels à la grève au moment où le président d'une union, s'appelle l'Union des transporteurs privés, apparemment c'est des syndicats qui représentent les transporteurs et qui sont réunis avec la tutelle pour essayer de parler de la situation, pour essayer de trouver une solution. On va écouter ce qu'il a dit par rapport à cette grève des transporteurs. Une force extérieure اللي راهي تمانيبولي في لي ترونسبورتور، تمانيبولي في التجار، تمانيبولي في الاخر. وحنا كجزائريين سيتادير اون فا سيري لي رون واعيين ايضا واعيين نقول نكونوا مع القياده تاعنا، والحل راه في يد القياده تاعنا، راه في يدنا لازم. Maître Salah Debbouze, vous l'avez écouté, ce président de cette union des transporteurs privés, il accuse directement les transporteurs d'être manipulés par des forces étrangères, soit les transporteurs, soit les commerçants. On a écouté ce communiqué de l'autorité cybercriminalité. C'est quoi? On n'a pas le droit de critiquer, on n'a pas le droit de montrer qu'on n'est pas content. Et si tu oses critiquer ou si tu oses de faire des actions pour au moins montrer ton malaise ou comme quoi tu n'es pas d'accord de la situation, et bien directement tu es sous les mains d'étrangers, tu n'aimes pas le pays, tu es une menace pour la sécurité intérieure. On est arrivé à ce point, on ne peut plus critiquer, on ne peut plus faire des actions contre une situation dont on ne veut pas. Écoutez, j'ai dit tout à l'heure que le problème, c'est que les autorités en place, non, c'est pas qu'ils ne veulent pas trouver de solution, mais ils ne savent pas le faire. Ils sont incompétents, ils ne savent pas le faire et ils ne supportent pas qu'on crie la douleur. C'est-à-dire aujourd'hui, vous faites des augmentations des prix des hydrocarbures. Les gens qui sont liés directement à ces augmentations ne sont pas contents. La Constitution garantit le droit de la grève. Moi, je vis en Belgique. Il y a eu des grèves des transporteurs pour des raisons, pour une raison ou pour une autre.
qui a duré plusieurs semaines. Et le gouvernement était là pour écouter, pour apporter des rectificatifs. Et jamais personne n'a dit que ces gens-là sont des traîtres. Et je vous assure que c'était très sérieux, c'est-à-dire des secteurs entiers étaient bloqués. Bon, c'était organisé, mais on sentait la difficulté. Et le gouvernement, il est obligé d'écouter, il est obligé de répondre. En Algérie, on ne pouvait pas faire ça. Ce responsable, quand il dit que ces gens qui cherchent la grève ou qui veulent faire la grève sont manipulés à partir de l'étranger, c'est très grave parce que vous accusez des couches sociales entières d'être liées à l'étranger et de ne pas, c'est-à-dire, c'est pas seulement qu'ils sont liés à l'étranger, c'est qu'ils ne comprennent rien du tout. C'est-à-dire, ils ne sentent pas le mal, ils ne peuvent pas s'exprimer d'eux-mêmes, mais ils attendent de l'étranger. Alors si, pardon, si après 6 ans de gestion du pays, vous avez des structures sociales, socio-professionnelles qui obéissent à des ordres venant de l'étranger, sachant que si on lit dans le cadre de la lâcheté, personne n'est nommé, parce que si je comprends ces appels venant de l'étranger, ça sous-entend des Algériens qui résident à l'étranger. Donc apparemment, les Algériens qui résident à l'étranger n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent et de faire des appels à la grève. C'est pas criminel de faire un appel à la grève. Moi, je vis en Belgique. Si je vois que des gens souffrent en Algérie et que je pense que cette souffrance ne peut être entendue par le pouvoir pour rectifier la politique que s'il y a une réaction déterminée, telle qu'une grève générale, je peux dire aux gens, mais écoutez, moi je vous propose de faire une grève pour faire entendre votre voix par les autorités, parce qu'apparemment ils ne savent même pas que vous êtes en train de souffrir. Il est où le mal? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si jamais un des responsables qui font peur au monde maintenant disent aux Algériens, si vous sortez et que l'armée vous tire dessus comme ça se passe en Iran, on ne va pas les laisser faire. C'est ça la main étrangère. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est ça qui risque de faire basculer le pays dans une situation incertaine. Pourquoi attendre de telles positions qui ne conviennent à personne? Pourquoi ces autorités? Je sais pourquoi, mais le pourquoi que je pose, c'est une sorte de question qui porte sa réponse. C'est-à-dire, moi, je vous ai dit, ce pouvoir, il est incompétent, il ne sait pas résoudre les problèmes, il ne veut pas qu'on lui dise, et il pense que de cette façon, il va pouvoir stabiliser le pays. Il n'est pas conscient qu'il est en train de détruire et l'État, ce qui reste de l'État, et la société. Très bien. C'est très grave ce qui se passe. J'ai peur pour ça. Très bien. Monsieur Gsoum, si on revient à ces accusations maintenant, ces forces étrangères, ces traîtres qui manipulent des Algériens, comme Maître Salah Debouze vient de le citer, c'est une grande tranche de la société qui était en grève. Soit l'Algérie est très faible militairement ou à les services secrets où ils sont pour empêcher ces forces de manipuler une grande partie de la société. Donc on est vraiment faible, on est ouvert à toute manipulation à ce point. Ou soit ces forces sont tellement fortes, tellement elles ont réussi à pénétrer le pays. On aimerait bien savoir les noms au moins, comme ça les Algériens vont se protéger. Les deux cas sont quand même, on ne les voit pas en Algérie. D'abord, moi j'aimerais dire que la personne que vous avez passée, qui était sur le plateau de télévision, parce que c'est un discours que l'on retrouve dans ce pseudo-syndicat des transporteurs chez l'UJTA, comme on dit. Ensuite, moi ce que j'aimerais dire, c'est que ce n'est pas de la provocation que de le dire, hein, mais pourquoi moi je dis Daoula Askariya? Parce qu'avec Daoula Askariya, ça ne se passerait pas de cette manière. Et donc, c'est-à-dire que n'importe qui
vient, décide autour du président de faire ça, ça ou ça. Bah, justement, ceux qui demandent Dawla Madaniya, ils insistent comme qu'on n'est pas encore Dawla Madaniya. Les Jidili ou Shahab. Donc autour du président de la République, sans les nommer, et des gens qui n'apparaissent même pas, décident du jour au lendemain d'augmenter le carburant, d'interdire de déposer de l'argent, alors que ça fait 60 ans qu'on dépose n'importe quelle somme à la banque. Et ça, c'est Dawla Madaniya. Donc c'est pour ça que moi je prône Dawla Askariya, et je peux vous assurer que ça marcherait. Mais Dawla Madaniya, en tout cas, moi ce que j'aimerais dire, c'est que ça veut dire quoi قسم ça veut dire quoi ça veut dire quoi on peut pas critiquer il y aura plus de critiques c'est-à-dire non au contraire c'est-à-dire que ceux qui décident de tout et n'importe quoi sans les nommer tout de suite autour du président ne pourrait pas nommer, ne pourrait pas décider de tout et de n'importe quoi. Si c'était un État militaire avec les Rangers, mais là, c'était un pouvoir civil. En tout cas, ce que j'aimerais dire, c'est que les autorités algériennes ont deux leviers particulièrement pour éviter tous ces désagréments, sans parler de l'étranger, des agents de l'étranger, c'est-à-dire qu'on passe de responsables politiques à irresponsables politiques. Ils ont deux leviers. Ils ont d'abord la méthode qu'ils doivent adopter pour faire passer des lois, je ne vais pas dire projet de loi parce que c'est déjà décidé, mais faire passer des lois, c'est d'être un petit peu dans la pédagogie, avoir un temps de discussion. Vous savez que dans les grandes sociétés françaises, maintenant, il y a toujours des comités de prévention de crise, dans toutes la RATP, etc. Il y a des comités de prévention de crise, et donc une espèce d'organisation qui permet d'écouter les salariés et d'essayer de régler les problèmes avant que les crises n'arrivent. Si, par exemple, les autorités algériennes le faisaient au sein du gouvernement, ça diminuerait les crises et on n'aurait pas cette situation. Ensuite, moi je dis aux autorités algériennes, comptez sur l'intelligence des commerçants algériens, des transporteurs qui savent très bien quels sont leurs intérêts et que si on leur propose je ne parle pas des syndicats, parce que vous savez, j'ai participé à El Maghalibi il y a 2 jours, je crois, ou 3 jours, où il y avait le président du RND et le président du syndicat des transporteurs. Moi, j'avais plus l'impression qu'autour de lui, c'était un staff pour des gens qui s'apprêtaient à sortir d'un hôpital psychiatrique qu'autre chose. J'avais l'impression que c'était des médecins autour d'eux et qui l'entendaient parler pour se dire est-ce qu'on va le laisser sortir de l'hôpital psychiatrique. C'est exactement ce qui se passe en Algérie. Donc, les autorités algériennes, au lieu de chercher, même si c'est vrai qu'en France, on nous cherche des problèmes. C'est un fait. Au Maroc, on nous cherche des problèmes. Le Canada, je vois pas en quoi. Même la Grande-Bretagne, ils parlent des influenceurs, etc. Mais si les autorités algériennes prennent en main les choses, créent des comités de prévention des risques dans tous les champs professionnels, et donc avant de décider quoi que ce soit, on parle de ce que l'on va faire et on discute avec eux, il n'y aura pas de problème. C'est quand même simple à mettre en œuvre. La pédagogie doit accompagner un projet de loi ou une loi. C'est pas comme il a dit Abdelhadi Hassan Chérif, c'est pas une façon de gouverner. En tout cas, je vous le dis, moi, c'est pour ça que je suis pour Dawla Askariya. Vous voulez un pouvoir civil, vous en avez les effets devant vous. Je connais pas un pays militaire askari qui a réussi, quand vous le dites, dans l'histoire. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu un pays géré par des militaires qui a réussi dans une démocratie qui a donné la chance. Comme disait Mahfouz Nahna, Allah yarhamou, pour autre chose, il disait, pour la musique, il disait Rai huwa tellaf al-Rai. Moi, c'est mon avis. C'est mon avis. Je pense comme ça. Voilà, c'est mon avis. Très bien. On va écouter, vous avez parlé de ce représentant du commerçant, on a parlé de ce mois de janvier. Pourquoi ils ont choisi le mois de janvier? On va l'écouter, j'en viens à vous. للأسف نهضروها فرنسا وأذنبها ما زالت تتبع في الجزائر لأنه شهر جونفي بالنسبة للتجار نأكدها أكدت أن هذه الإضرابات هذه التحريضات هذه الأشياء اللي تصير عندها خلفيات ربما 3 خلفيات. أولا اقتصادية، يحاولون من خلالها كسر الإنجازات والمكاسب المحققة
في الجزائر الجديدة المنتصرة. نأكدوها لأنه شهر جونفي عنده معاني كثيرة. من الناحية الاقتصادية شهر جونفي كان صرح سيد رئيس الجمهورية أنه راح يكون وصول أول قطار لوهران من غاج بيلات، وهذا ما عجبش الكثير. اليوم 8 جونفي نحتفلوا فيه احنا، يوم 28 جونفي شهر جونفي نحتفلوا فيه ككل سنة، نسموه عيد التاجر، إضراب 8 أيام الخالدة. أنه هذا التشويش، هذه ربما الأمور اللي راهي تصرى ماهيش بريئة وإنما خبيثة. C'est la déclaration de ce représentant avec la déclaration du président de l'Union des transporteurs privés et avec ce communiqué de cette autorité, on a comme résultat, Sinassar, cette vidéo. Ces 3 personnes, c'est des transporteurs, ils ont fait grève, ils ont essayé d'expliquer pourquoi ils font grève. Je vous dirai qu'est-ce qui leur a passé juste après la vidéo, on va écouter. انا اصحاب الثمانيه هنا جماعه ولايه المليعه. سمعت جماعه المليعه راهم مقرفين والله، وما تبدل القانون ما تحرك لها روضه. يلزم القانون يتبدل هذا وينقصنا في الغازوال، ينحونا هذه لافينيات، ينحوا تاع الكفاءه، سينو ما ناش حابسين. والله يقتلنا ناكلوا التراب، والله ما نرجعوا. السلام عليكم. اليوم رانا في مقاريين 10 ايام 20 يوم شهر شهرين 3 اشهر 4 اشهر رانا مقاريين، رزق على ربي. واليوم القانون هذا راه ما عادش قانون. اليوم القانون راه ماهوش قانون. 7 سنين ولا في العداله على خدمه شيفور، ما عطيتوناش حقنا وتقولوا كاين العدل وكاين الاخر. ما كانش العدل، وراه العدل هذا، وراه العدل. لا اللي جا بروسي بروسي بروسي، كل يوم احنا هاد البروسيات وكل يوم هاد الاخر. 7 سنين واحنا في المحاكم. السلام عليكم. هذا القانون اللي راه داروا لنا هذا الوزير هذا ولا جماعه الكميره، نهضر على جماعه المنيعه منا، ما يخرجش علينا هذا القانون. انا الشيفور يدير لي 7 سنين و15 سنه، نسمح في الاخر وانت ماكش موفر لنا ابسط حاجات. ما لقيناش كي نديروا الكماين هنا ديال التنوات قاليه، البراجات كي يقبضك منها 1.5 مليون نريح في دارنا انا سيدي راه عليه. البياس قالي، جيت تشري الروضه ب 8 ملايين 9 ملايين، روت ليليكس ب5، الرواد مقشوش. Maître Salah Debous, pour information, ces 3 personnes qu'on vient d'entendre sont tous été arrêtés. À cause de quoi? À cause parce qu'ils ont fait ces déclarations. Salah Debous, apparemment, de toute façon, c'est son avis. Hein. Jamal Ksum, il a tout à fait le droit d'avoir son avis. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Apparemment, si on avait un régime militaire, Askari Machim Madani, on n'aurait pas ces grèves, on aura une Algérie épanouie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a depuis 57 jusqu'à aujourd'hui? On a un régime civil. Depuis 57 jusqu'à aujourd'hui, c'est un régime militaire. On n'a jamais essayé, on a tout essayé, sauf un régime civil. C'est quoi un régime civil? Ce sont les institutions où il y a la séparation des pouvoirs qui dirigent le pays sur un plan technique. Ce ne sont pas des militaires. Moi, j'ai fait mon service militaire, service national, quand c'était 24 mois. Je l'ai passé au Grand Sud, à Adrar. Même pas Adrar, c'est plus loin d'Adrar, de 250 km en plein désert. Vous savez ce que je voyais, et je vous parle d'une période où il y avait encore la morale, pas de ce qu'on voit maintenant. Je voyais des chefs de l'armée voler la dotation des Jounoud par des ordres, et vous ne pouvez pas contester parce que vous pouvez aller en prison. Vous pouvez être même tué. Dans la caserne où j'ai passé mon service national, il y a eu 7 morts. Je vous parle de la période entre 87 et 89, septembre 87 jusqu'à septembre 89. 7 Jounoud qui étaient morts parce qu'ils étaient inconscients et les responsables ne vivaient pas dans le camp. Ils ont pris un camion, ils sont tombés en panne et ils les ont laissés jusqu'à que la mort s'ensuit. Ils les ont mis dans des sandouk. Pourquoi? Parce que le Bakr, Meizrouj. C'est ça le régime militaire. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que Tebboune dirige le pays? Non. Non, c'est l'armée qui dirige le pays. Quand il y a des questions importantes à traiter, c'est le Haut Conseil de la Sécurité. C'est pas le gouvernement. Le gouvernement, c'est juste pour faire passer les décisions de l'armée. Donc, moi, je dis qu'on a tout essayé en Algérie, sauf un régime militaire démocratique avec la séparation et l'équilibre des pouvoirs.
Maintenant, bon, c'est son opinion. Il y a l'opinion publique. Écoute, j'ai voyagé avec des transporteurs quand j'étais en Algérie. Ça m'a rappelé, j'ai pris un camion pour partir de Ain Saleh jusqu'à Tiaret. À l'époque, je travaillais à Tiaret. Ça m'a pris plus d'une semaine. C'est la misère noire. Ça, c'était en 91 ou 92. C'est la misère noire de ces gens. Alors, d'un coup, vous leur dites, si vous commettez une infraction routière, c'est 15 ans de prison. Vous payez une infraction pour une faute du code de la route, 15 000 ou 20 000 dinars. Vous achetez un pneu à 8 millions, il n'a pas de pièces de rechange. Comment qu'il va vivre? Ils ne peuvent pas vivre. Ils sont endettés, je les connais, j'ai vécu avec eux. Vous ne pouvez pas leur dire aujourd'hui, ne criez pas votre douleur, sinon vous êtes des traîtres. Les instruments qui doivent, dont parlait M. Djamel tout à l'heure, qui doivent prévenir. Alors avant de prévenir, il faut d'abord supprimer les causes de la maladie. Nous avons une maladie profonde au pays. C'est quoi? C'est que tous les instruments d'indication de l'évolution des grands indicateurs sociaux, c'était le Haut Conseil social et économique qui faisait ça, et l'Institut national des statistiques. C'est eux qui doivent nous donner les indices, donner au pouvoir politique les indices, pas aux militaires. Les militaires, vous leur dites, écoutez, moi je travaillais dans la caserne où j'étais, quand je disais à mon chef qui était un capitaine, monsieur le capitaine, il nous manque, j'étais dans l'ordinaire une période, il nous faut ça et ça pour le mois de Ramadan. Il me dit, changez les chiffres. C'est un ordre. C'est ça l'armée. Très bien. Vous avancez ou vous crevez. Mais ça ne résout pas les problèmes. Très bien. Restez avec nous. C'est Nassar. J'ai entendu cette intervention dans une télévision privée. J'aimerais bien le réécouter encore une fois et je reviens à toi, Nassar. أنا أتأسف أنه في هذه الأزمة هذه قليل جدا من الأحزاب اللي دارت بيانات ودخلت واللي دخلت في الوقت بدل الضائع متأخرة يعني. وكأن هناك إيعاز ولا وكأنه ولكن ماشي إشارة وكأنه لقى روحه خافي لقى روحه في التسلل يدخل في اللعب يدخل فقط. إذا لابد أن نسمي الأسماء بمسمياتها. الأحزاب ما يشطرح الانتخابات فقط، ماشي مواعيد انتخابيه يا اخي. الاحزاب السياسيه لابد انها تعيش 365 يوم تبدي رايها. C'est bizarre, il faut que les partis تبدي رايها. Il y a un des partis qui est quand même proche du pouvoir, il a osé ابدي رايه, il a reçu un coup de la part de l'APS, mais quand même c'est ça la réalité. C'est l'image, c'est une image très saisissante, Salim. Le contraste entre ce qui se dit et la réalité. Parce qu'on s'attaque aux partis politiques, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de ra'i ou ra'i al-akhar. On les réprime, on ne les laisse même pas s'organiser, se faire de petites réunions. Absolument. Même les partis qui sont homologués, qui ont des autorisations et tout ça, on ne leur donne pas les salles pour organiser leurs meetings, leur université d'été et tout ça. Donc on est dans cette logique binaire qui est très dangereuse. Logique binaire, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Et ça, on est en train de fracturer la société, mais surtout de mettre une catégorie des Algériens contre une autre catégorie, qui est un exercice très dangereux pour la cohésion de la société. Quand on ne laisse plus la parole, quand on ne laisse plus de critiques, quand on ne laisse plus, quand on asséchit, si on peut dire, le champ politique, le champ médiatique, qu'est-ce que vous voulez? Même les transporteurs, c'est le Kharaj, c'est la France, c'est le Maroc, c'est la planète Mars. Même les 3 personnes que vient d'entendre, elles ont été arrêtées. Absolument, ils ont été interpellés et on en avait fait même une émission par rapport à ça. Et comment vous voulez gérer ce pays?
Est-ce que vous voulez donc que les gens ils viennent, ils mangent tahdar al zid, l'adès, je ne sais pas quoi, le batata, et dire que l'Algérie, alhamdoulilah, tout va bien, alors qu'ils ont des vrais problèmes. On a vu l'état des routes par exemple, c'est une catastrophe. On a vu des chauffeurs qui disent on n'arrive pas à acheter un pneu. Les pneus étaient par exemple à 1,2 million, tout ça, ils sont passés à 4 à 5 millions. L'état des routes aussi. L'état des routes, c'est une catastrophe. Donc, si on est en train de voir une gestion comme ça, qui n'a pas de sens, il n'y a pas de vision, au lieu d'expliquer, et d'essayer de comprendre exactement quels sont les problèmes que ces transporteurs sont en train de vivre, parce que quand même, on ne peut pas passer d'un extrême à un autre. Il faut dire aussi qu'il y a un vrai danger dans les routes algériennes. Il y a un vrai terrorisme, entre guillemets, routier. Mais qui est responsable de ça? C'est l'état des routes aussi, c'est une vraie catastrophe. On voit des autoroutes où il y a des trous. Même un véhicule, il ne peut pas. Il peut pas. Des pneus qui éclatent à cause de l'état des routes, ça cause des accidents, les pièces de rechange qui sont très chères et qui n'existent pas parce qu'on a fermé l'importation. Et on a vu ce qui s'est passé avec le bus de l'Harrach qui a fait presque plus de 18 morts et une centaine et plusieurs blessés. On a réagi tout de suite. Il faut importer les bus. S'il n'y avait pas donc cet accident de bus de l'Harrach, on va laisser la situation. Ça, donc on est dans la réaction, on n'est plus dans la gestion. On n'est plus dans la vision d'un État où il faut prévoir, il faut essayer d'expliquer, il faut avoir donc un dialogue très ouvert et comprendre quels sont les défis. Parce que les transporteurs, ils ont des défis. Ils ont une situation qui est difficile. Tu ne vas pas sortir une loi qui va compliquer leur vie, qui va compliquer leur travail. Et on sait très bien que c'est un secteur qui est sensible parce qu'on a vu, quand les gens commençaient à se mobiliser, il y avait panique à bord. Même c'est vrai que, comme tu l'as dit, la route, on les appelle Irhab Tourouqat. C'est vrai qu'il y a des dizaines d'Algériens qui meurent chaque semaine sur nos routes, mais comme l'a bien dit beaucoup de ces transporteurs, ils ne sont pas contre une loi, ils ne sont pas contre une nouvelle réglementation pour gérer, pour au moins diminuer ce phénomène très dangereux, mais pour eux, cette loi, elle les vise que, comme tu l'as dit, les routes. C'est qui le responsable de l'état des routes? Ce n'est pas les transporteurs, c'est ceux qui font les projets. Il n'y a aucune responsabilité, il n'y a aucun suivi. Donc c'est ça qui les a embêtés, qui les a vraiment mis dans cette colère. Parce que ce n'est pas que nous qui sommes les responsables. Absolument, parce qu'il y avait une opacité. On n'a pas essayé de comprendre et d'essayer de leur expliquer c'est quoi cette loi. Quand tu mets des amendes qui dépassent le salaire minimum, comment les gens vont faire pour payer les amendes? Comment les gens vont faire pour risquer de la prison jusqu'à 15 ans 10 ans, 15 ans de prison ferme? On n'est plus dans la dissuasion. On n'est plus dans oui, les Algériens veulent, en tant que peuple, on veut qu'il y ait de la sécurité dans nos routes. Mais la sécurité, elle commence d'abord par de construire des routes qui sont à la hauteur, qui sont aux normes, qui respectent les normes de routières et tout ça. Mais tu ne vas pas construire quand tu as des responsables, tu leur donnes des projets comme ça, ils vont voler la moitié du budget. Ils vont te faire des routes où tous les jours tu as des accidents. Et le problème, ce n'est pas les routiers, c'est les gens qui ont construit ces routes. Donc il y a un vrai problème. On est en train juste de sortir comme ça des lois et on pense qu'on va dissuader les Algériens parce qu'il y a des lois et qui risquent de la prison et tout ça, alors que c'est faux. J'ai dit qu'il n'y a pas de pièces de rechange, donc les transporteurs se plaignent par rapport à cette question. Il n'y a pas l'état de nos routes est une catastrophe pour un pays comme l'Algérie.
On a vu des vidéos sur les réseaux sociaux à Selim. Jamais, moi, j'ai vu des routes comme ça en Algérie. Même Oukht el-Irhab, dans les années 90. Rappelons Jamal qui dit Daoula Askariya. Aujourd'hui, donc 34 ans après l'arrêt du processus électoral qui coïncide avec le 11 janvier 1992, on a vu ce qui s'est passé après, malheureusement. L'Algérie est rentrée dans un tunnel noir. On a failli donc perdre un pays où des millions d'Algériens ont donné leur vie pour qu'il soit indépendant. Donc, Daoula Askariya, on doit être très responsable de cette déclaration. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'un pays qui a des institutions fortes, comme l'a dit Maître Salah Debbouz, où le peuple est respecté, où la volonté populaire est respectée. C'est ce qu'ils veulent, les Algériens. Les Algériens veulent voir leur pays se développer. On a les moyens. Allah Azza wa Jalla atteint le khayrat. Pourquoi on est arrivé à cette situation? Très bien. Pourquoi on est arrivé à cette situation-ci, Jamal de Gussoum, au point où on arrête des chauffeurs parce qu'ils ont fait grave, parce qu'ils ont fait des déclarations que tout le monde partage la situation des routes, ils se sentent comme quoi mahgourin, comme quoi c'est une loi qui nous vise que nous, ils y parlent les vrais responsables, tout ça, mais voilà, si tu dis ça, tu es attaqué et tu es un criminel, un terroriste, un pas ton pays. Et au moment où on écoute, on entend sur les plateaux en Algérie, comme quoi, voilà, où sont les partis, pourquoi ils ne parlent pas, eux, ils attendent que la campagne électorale. Moi, j'aimerais dire que je suis de tout cœur, mais de tout cœur, avec ces 3 chauffeurs, mais je suis de tout cœur avec tous les chauffeurs qui n'ont fait que relater ce qui ne va pas. Et donc, moi, ces personnes, j'aurais envie de les inviter et à discuter avec eux, et non pas de les sanctionner ou de les arrêter. Donc, je ne sais pas, on marche sur la tête. Effectivement, on marche sur la tête. On crée, le on est impersonnel, on crée un problème insoluble pour des gens qui sont déjà dans une situation difficile pour ensuite leur reprocher de se plaindre. Je veux dire qu'à partir d'un certain moment, il faut être sérieux. Moi, je dis au président de la République, mais faites du rangement. Aucun pays au monde ne peut réussir. Vous savez, moi je pense, c'est peut-être aller un peu loin, mais je pense que ça fait longtemps. On leur doit ça. Et puis d'ailleurs, je voudrais préciser une chose, c'est que quand on parle de Injazat al-Azima, on parle beaucoup de ça en Algérie, Injazat al-Azima, les grandes réalisations. J'ai envie de dire au président Tebboune, en tout respect, toutes ces réalisations viennent de Bouteflika. C'est une réalité. Et donc, on se rend compte maintenant de tout ce qu'a fait Bouteflika, Allah yarhamou, que ce soit les autoroutes, même si elles ne sont pas bien, c'est vrai, que ce soit les logements. Mais à l'époque de Bouteflika, on ne parlait pas de hadith et de je ne sais quoi. Et donc, je dis au président de la République, les choses vont dans le très mauvais sens. Nous courons à la catastrophe. Aider de l'étranger, certainement. Mais le mal vient de l'intérieur, je dis au président de la République. La manière dont vous avez de gérer le pays relève de votre responsabilité. Vous ne le voyez peut-être pas, mais face aux citoyens, vous êtes le premier responsable. Attention, monsieur Gussoum, ils vont vous accuser de travailler pour des forces extérieures. Hein, non, mais c'est-à-dire que, oui, non, je comprends, mais quel petit goût là, parce que je ne peux pas me taire sur des choses que même un fou devrait reconnaître. Je veux dire que les transporteurs nous amènent absolument tout, les légumes, enfin tout. C'est vraiment très très sensible. Et du jour au lendemain, vous décidez d'une augmentation sans aucune concertation. C'est pour ça que je dis que les syndicats, ça vaut rien. Et donc ils font ça pour ensuite se retrouver dans une situation, comme l'a dit Sinasr. Et c'est vrai, pourquoi attendre 18 morts à votre Harrach pour décider d'acheter des bus et d'importer des pneus en quantité? Pourquoi nous n'avons pas des gens en Algérie qui sont capables d'anticiper et d'être dans ce qu'on appelle la prospective, dans tous les domaines d'ailleurs, où nous en sommes capables. Mais je dis au président de la République, et je lui dis très amicalement, 2028,
2029, ça va être très difficile pour vous. Je vous le dis parce qu'il y a des choses qui se préparent et qui vont faire qu'à un moment ou à un autre, et je le dis très amicalement. D'ailleurs, je voudrais dire une chose, c'est qu'avec tout ce que je dis sur les autorités algériennes, il y en a beaucoup qui m'ont appelé, surtout quand j'étais en Algérie, j'y suis souvent, pour me dire tu vas avoir de gros problèmes. Ben, je peux vous assurer que c'est exactement le contraire. Je ne dis pas où, c'était pas El Ouatsouf, mais j'ai des cadres de la police, quand ils me reconnaissaient, parce que grâce à vous, on me reconnaît maintenant, ils venaient me voir pour me dire, dans d'autres villes, hein, pas Ouatsouf, pour me dire on est d'accord avec ce que vous dites. Donc, on espère pour vous, Jamel, que ça va continuer parce qu'on ne sait jamais. Restez avec nous. Je vais, monsieur Maître Salah Debbouz, monsieur Gustion a parlé de ce soi-disant injazat, dans ce pouvoir parle beaucoup. On va revenir à cette revue de Djesh qui est sortie comme d'habitude une fois par mois. Et cette semaine, elle est revenue justement sur ces réalisations et surtout ce qui nie ces réalisations. On va écouter comment ils les ont décrit. عام جديد بإرادة أقوى، هكذا عنوانت افتتاحية مجلة الجيش في عددها الأخير، مؤكدة أن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة بإنجازات غير مسبوقة دوليا، فيما أبرزت إضاءة مجلة الجيش الإنجازات والمكاسب الوطنية تحت عنوان إنجازات أفقدت الحاقدين البصر والبصيرة، واستكمالا للمشروع النهضوي الوطني الذي يقوده بكل ثبات وحزم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون، وفاء لرسالة شهدائنا الأبرار والتعهدات التي قطعها على نفسه بالعمل بكل عزيمة على خدمة الشعب والدفاع عن مصالح الوطن. سي صالح دبوز أفقدت الحاقدين البصر والبصيرة comme c'est bien dit la revue Le Djesh. On a fait beaucoup d'avancées sur le domaine international avec notre diplomatie magnifique et bien sûr à l'intérieur on a fait beaucoup de réalisations. C'est ça le bilan de chaque mois. Chaque mois on nous fait ce même bilan malgré les critiques, malgré tout ce que vous dites, malgré ce que la plupart des agents disent et critiquent, mais voilà, c'est toujours le même bilan. On ne change pas. Ça, au moins, on peut le donner comme un point pour le pouvoir. Ils ne changent jamais d'avis. On est toujours les meilleurs. Vous savez, ce n'est pas malgré les critiques. Ce n'est même pas maintenant malgré les critiques. Maintenant, malgré les souffrances qui viennent de l'intérieur. C'est-à-dire des couches sociales entières sont en train de souffrir et de créer leurs souffrances. Malgré ça, ils ne veulent pas écouter. Ça me rappelle une anecdote, enfin une petite blague que mon grand-père me racontait, je vais le raconter en arabe. Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe en Algérie. Et il me disait, mon grand-père là, me disait, كان واحد السيد عنده حمار يخدم به, il lui ramenait, c'est-à-dire il était très utile, كان يدخلو بزاف, mais il trouvait qu'il lui coûtait beaucoup في العلف. بدا ينقص له كل يوم ينقص له شويه علف, كل يوم ينقص له شويه علف, حتى il a supprimé هذاك العلف. Quelques jours après, هذاك الحمار مات. Donc هذاك السيد il dit quoi à ses amis? والله c'est dommage كي ولفت وما ياكلش العلف مات. C'est exactement ce qui se passe avec ces autorités algériennes avec le peuple. C'est-à-dire راهم ينقصوا لهم في العلف. Bon, avec tout le respect que j'ai pour le peuple, moi je respecte même les âmes. C'est-à-dire c'est pas une image que je donne dans le sens comparer ou l'insulter. C'est une image que je donne عندك des forces sociales que tu dois juste organiser, manager. Tu es en train de les serrer حتى نهار يموتوا ومن بعد تقول لهم c'est dommage كي زيرتهم مليح ماتوا. C'est ça l'image. Dans un pays, quand on gère un pays, prenons le secteur du transport. Il y a 3 facteurs. Il y a les routes, il y a le matériel, il y a les hommes qui gèrent, les chauffeurs et les mécaniciens et tout ça. Ces 3 volets sont mal gérés. Donc ça cause des catastrophes. Au lieu d'intervenir pour améliorer, ici en Belgique, et je suis désolé, je donne beaucoup d'exemples parce que c'est un pays où je vois c'est utile de comparer. Par exemple, pour passer un permis de conduire ici en Belgique, il vous était demandé de répondre à 50 questions sur 100, au moins, correctement. Quand ils ont vu que certains
conducteurs, certains gens qui ont un permis de conduire se comportent malgré ça d'une façon qui n'est pas correcte, ils ont décidé qu'il faut dorénavant répondre à au moins 70 questions sur 100. Et puis, il y a des questions où vous ne pouvez pas vous tromper. C'est-à-dire, il y a des questions, c'est des questions comme le veto. Si vous vous trompez une seule fois sur une question, il y a une dizaine de questions, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Pour améliorer, pour comprendre comment... Et vous avez ensuite un système d'organisation par des taxes. Si vous avez un véhicule et que les autorités, par exemple, ne veulent pas que ce véhicule circule à un moment donné dans une zone donnée, ils le taxent. Et donc, là, vous êtes sanctionné et vous êtes dissuadé d'utiliser votre véhicule alors que vous pouvez, par exemple, prendre le transport en commun, etc. Et il y a des secteurs professionnels qui sont encouragés. Les camions et les bus, etc. C'est des secteurs qui sont encouragés. Et là, vous ne pouvez pas être un chauffeur si vous n'avez pas... c'est comme si vous passez le bac. Moi, j'ai un ami qui a passé son permis de conduire pour conduire un semi-remorque. Il m'a dit, moi j'ai le bac, mais l'examen pour obtenir ça, c'est pire que le bac. Vous avez ça. Au lieu de sanctionner les gens, il faut améliorer leur niveau. Au lieu, il faut ramener du matériel. Il faut améliorer les routes, etc. Non, en Algérie, non, il faut serrer, encore serrer jusqu'à ce que ça éclate. Et enfin, pour terminer, là, on est en train de discuter de détails d'une politique globale décidée en 62. Cette politique décidée en 62, c'est pendant toutes les présidences qui sont passées en Algérie, elle nous a montré ses limites. C'est-à-dire cette façon de, par exemple, de subventionner les produits de première nécessité, de les mettre à la disposition de la même manière de ceux qui n'ont rien comme revenu, comme ceux qui ont des milliards. C'est une politique qui ne convient pas, il faut la changer. Les autorités, non, ils ne veulent pas prendre ces décisions courageuses. Et pour prendre de telles décisions, il faudrait une direction qui est issue de la base par des gens qui sont compétents. Et il faudrait que ces décisions soient décidées en dialoguant avec toutes les couches sociales et en trouvant des équilibres parce qu'il faut expliquer aux gens que le phénomène, par exemple, de comment on appelle, Tehrib, les frontières, qu'est-ce qui encourage ça? Vous ne pouvez pas, toutes les frontières, mobiliser l'armée pour garder le carburant qui ne passe pas, les produits de première nécessité ne passent pas, parce que dans les pays voisins, ils coûtent plus cher. Ici en Europe, vous avez les prix sont nivelés et ensuite les États interviennent pour protéger les couches sociales directement en ciblant les gens qui ont besoin d'aide. Ils les aident directement d'une manière ou d'une autre. Pourquoi dépenser des sommes énormes? Vous avez écouté pour la dernière fois. Men ou louche, on est la politique sociale, on garde ça. C'est ma'za wa l'outar. Ça, comment on dit en arabe? On dit... Il y a un proverbe qui dit... C'est-à-dire, نديرها وخليه نخسر. sinon سي صالح ندير النيف ولا خساره يا خويا بالنيف ولا فيها الخساره. Voilà. Reste avec nous. Si Nasser Djoudi, je reviens à toi parce que j'aimerais bien parler un petit peu un des événements de cette semaine, c'est la décision de Trump d'imposer une caution à une trentaine de pays. Si quelqu'un veut demander un visa, donc il doit déposer d'abord cette caution. D'abord, je reviens parce que c'est très important, cette décision des États-Unis qui inclut l'Algérie parmi ces pays, au moment où, bien sûr, nous, on a fait une jazette kabira, comme l'a bien dit la revue de Jaish, comme quoi on a fait une jazette à la mustawa douali. Et on va écouter d'abord Tebboune, ce qu'il avait dit durant son dernier discours par rapport à cette diplomatie, à les positions de l'Algérie sur la scène internationale. On va écouter Tebboune. بالنسبة للدبلوماسية تاعنا أعتقد أن الشيء اللي شفتوه وعرفتوه هذيك هي الحقيقة. بلدنا ما تغيرتش وما تتغيرش رغم التهديدات المباشرة أو الغير المباشرة ولا يأشروا لنا من بعيد راهم يضيعوا في وقتهم. لكن احنا ما نتخلاوش وحدنا ولا مع ناس اخرين
وبرهنا بها لما استلمنا مكاننا في مجلس الأمن ولو بصفة مؤقتة. Ça, c'est l'insistance, la confirmation du Tibboune comme qu'on a une diplomatie forte et qu'on ne va pas changer de cap au moment où on va essayer d'écouter, l'expliquer un petit peu cette décision des États-Unis par rapport à cette caution. On va écouter cette vidéo. Les Algériens, vous pourriez être amenés à payer jusqu'à 15 000 $ pour pouvoir vous rendre aux États-Unis, mes amis. C'est une caution incroyable que le président Donald Trump vient d'imposer aux Algériens. En effet, mes amis, si vous souhaitiez voyager aux États-Unis, ça va être beaucoup plus compliqué. Donald Trump vient d'ajouter 25 pays dans la liste de tous ceux qui doivent payer une caution aux États-Unis. Mais ne paniquez pas, mes amis, je vais vous expliquer. Désormais, les Algériens, pour obtenir un visa pour les États-Unis, vont devoir payer une caution. Ça concerne pas uniquement les Algériens, mais au total 38 pays dans le monde. De combien d'argent parle-t-on? En fait, il pourrait s'agir de 5 000, 10 000 ou 15 000 $. Et tout ça, on peut le savoir uniquement après l'entretien pour l'obtention du visa. C'est là que les États-Unis vont dire, toi c'est 5 000, toi c'est 10 000 ou toi c'est 15 000. Mais attention, parce que c'est pas parce que tu vas payer la caution que nécessairement tu vas obtenir le visa. Et en plus de ça, si tu payes avant qu'on te dise de payer, tu seras même pas remboursé. Donc faites vraiment attention avec cette histoire de caution. Alors peut-on parler d'un durcissement des États-Unis vis-à-vis de l'Algérie? Et j'ai envie de vous dire, là on peut quand même commencer à en parler. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu aujourd'hui la visite de l'ambassadrice Aubin, l'ambassadrice des États-Unis qui adore l'Algérie et qui a été rappelée par Donald Trump. Et en plus de ça, maintenant on a ce truc du visa. Il y a peut-être des trucs qui se préparent. Il y a peut-être des trucs qui se passent. C'est Nassar. C'est vrai que Boukadem avait déclaré comme quoi il n'y a que le sky comme limite pour nos échanges. L'ambassadrice a fait le tour de l'Algérie partout. Elle n'arrête pas de parler de ces relations privilégiées de l'Algérie par rapport aux États-Unis. Tout le monde qui n'arrête pas de dire comme quoi voilà, on est amis avec tout le monde, on s'entend très très bien. On nous met parmi les pays qui la majorité sont en guerre ou sont des pays un petit peu pauvres. Comment expliquer cette position des États-Unis? C'est une humiliation pour l'Algérie? Bien sûr, en termes d'image, bien sûr, Selim. Surtout quand souvent on a entendu Al-Majid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, mais aussi l'ambassadeur d'Algérie à Washington, Boukadem, qui parlait d'un partenariat stratégique avec Washington et qu'il y avait un dialogue constant, une coopération exemplaire en termes de relations diplomatiques. Alors que cette mesure, cette caution qui vient donc punir entre guillemets les Algériens, les demandeurs de visa donc américains, et il faut rappeler, Selim Belli, cette mesure n'est pas appliquée aux pays voisins comme la Tunisie et le Maroc. On est seuls, nous, les Mauritaniens. Voilà. Et là se pose la question, l'image de l'Algérie. Ça veut dire, les Américains, bien sûr, ils vous diront qu'on est en train de mettre en place des mesures pour servir, si on peut dire, de dissuasion, de dissuader donc les... Parce que par rapport aux Algériens qui s'enfuient, il y a plein de Harga qui s'enfuient, c'est ça? Ça peut être expliqué de cette façon, mais on parle quand même en termes de monnaie algérienne, et là je vais dire un chiffre en centimes, on parle l'équivalent de presque de 400 millions de centimes de caution. Mais vous vous rendez compte, c'est beaucoup d'argent, mais surtout la question qui se pose, c'est au niveau de l'image. Et que les États-Unis, quand il s'agit de leurs intérêts, ils s'en foutent. On ne parle plus d'une relation stratégique. Ce qui est incompréhensible, c'est comme tu l'as bien dit, c'est vrai que peut-être parce que le phénomène de Haraka chez nous, il est catastrophique. Il y a des centaines qui s'enfuient, mais ce n'est pas que nous, même la Tunisie, il y a beaucoup de Tunisiens qui s'enfuient. Il y a beaucoup plus de Marocains. La communauté marocaine est beaucoup plus importante aux États-Unis que la communauté algérienne. Parce que moi, j'ai fait une émission et j'avais un invité de Washington, Hamid Lelou, qui a expliqué qu'il y a beaucoup plus de Marocains que d'Algériens aux États-Unis. Donc il y a une très grande communauté. Mais comment expliquer cette mesure? Et cette mesure aussi, malheureusement, donne un signal très fort en termes d'instabilité que nous vivons. D'instabilité
l'instabilité politique, c'est qu'il y a tellement cette image qui est figée et qui est rapportée aussi dans les rapports des chancelleries, c'est que malheureusement on est en train de donner une image d'un pays qui est instable et que son peuple il est en train de chercher un visa à tout prix pour partir de l'Algérie. C'est cette image qui est retenue malheureusement. Quand on parle de cautions qui peuvent atteindre $15 000 pour le visa touristique, alors qu'on parle de la Tunisie et du Maroc, qui ne sont pas donc concernés par cette mesure, la deuxième puissance économique de l'Afrique doit se poser vraiment de sérieux problèmes. Même s'il y a des gens qui ont fait relation par rapport à la Coupe du Monde, mais il n'y a pas que nous qui sont qualifiés, même la Tunisie et le Maroc sont qualifiés. Absolument. Et maintenant, ça va être, bien sûr, ça va dissuader les Algériens à aller supporter l'équipe nationale qui est qualifiée donc, pour la Coupe du Monde. Mais la question n'est pas seulement par rapport à la Coupe du Monde, c'est que cette mesure, elle va être appliquée même après la Coupe du Monde. Elle est là. Et malheureusement, elle est venue comme nous rappeler de la réalité que vit notre pays. Absolument, cette réalité que peut-être le pouvoir essaie d'oublier, de nous faire oublier. Mais Jamal Ghassoum, cette décision des États-Unis nous a fait rappeler les déclarations de Lavrov par rapport à leur choix, le choix des pays qui allaient rejoindre le BRICS, pardon, il y a 2-3 ans. On va écouter Lavrov encore une fois ce qu'il avait dit sur le choix, comment ils ont choisi, sur quelle base ils ont choisi les pays qui vont rejoindre le BRICS. On va l'écouter. كانت المناقشة مكثفة للغاية. لا أستطيع أن أقول أنه لا توجد مشاكل على الإطلاق، لكن بشكل عام من أجل حصول أي دولة على قرار قبول أعضاء جدد فهناك معايير وإجراءات يجب الموافقة عليها، ولكن قبل كل شيء يجب على الدولة أن تحظى بالوزن السياسي المناسب وكذلك بالمكانة على الساحة الدولية. اسمحوا لي أن أذكركم هنا بالدول الجديدة وهي السعودية، الإمارات، الأرجنتين، أثيوبيا وإيران والجزائر، عفوا جمهورية مصر، عفوا. Monsieur Jamal Debbouze, Jamal Ghassoum, pardon. Donc, Lavrov, on a rappelé ses paroles, الوزن السياسي والمكانة الدولية. Donc, ils ont ces deux critères pour choisir les pays qui vont rejoindre le BRICS. On a peut-être cette décision américaine nous a fait rappeler, c'est les paroles de Lavrov. La Russie nous a humiliés, si je peux dire, avec ces déclarations. On a essayé de se tourner vers l'Occident. Maintenant, les États-Unis, si vous pensez que c'est une humiliation, le fait de nous mettre parmi les 25 à 30 pays qui ont été touchés par cette décision? Je vais revenir sur le premier sujet qui concerne la caution pour le visa des Algériens. Je ne suis absolument pas d'accord avec Sinasr qui voudrait en fait rendre rationnelle une mesure américaine à destination de l'Algérie sans prendre en compte le mode de fonctionnement des États-Unis sur bien d'autres sujets bien plus importants. Tout d'abord, cette mesure, Nasser l'a dit, concerne les visas touristiques. Ça ne concerne pas les visas des étudiants et des hommes d'affaires. Et donc, en finalité, si je comprends bien Sinasr, le fait par exemple que, puisque les États-Unis le feraient sur la base d'informations, de harraga, etc. C'est ce que vous avez dit autour de ce plateau. Dans ces cas-là, expliquez-moi de manière rationnelle pourquoi les États-Unis veulent prendre le Groenland. Expliquez-moi de manière rationnelle pourquoi Donald Trump livre une conversation qu'il a eue avec le président Macron en l'humiliant, Nasser a parlé d'humiliation, en l'humiliant publiquement. Et donc vous voudriez que Donald Trump se comporte de manière rationnelle et correcte vis-à-vis de l'Algérie quand il ne le fait pas avec d'autres superpuissances. J'aimerais comprendre le sens de cela. Comment vous avez compris vous-même, monsieur Ghassoum, comment vous avez compris cette décision? Écoutez, moi, quand je ne comprends pas, je dis je ne comprends pas. Donc je ne m'invente pas des solutions que je comprends. Je n'ai pas d'explication, je dirais purement rationnelle, peut-être. Le fait qu'il ait retiré... Ça veut dire, quand on se pose les questions, on se dit pourquoi
cette mesure a été imposée pour les Algériens et elle n'a pas été imposée, par exemple, pour des pays. On peut quand même comparer la situation avec notre environnement. On n'est pas en train de se comparer à la France, on n'est pas en train de se comparer au Greenland, on est en train de se comparer à la Tunisie, par exemple, et le Maroc. On se dit pourquoi l'Algérie a été visée. D'après vous, pourquoi Jamal Ghassoum? Dans ces cas-là, je voudrais bien que vous me citiez tous les 30 pays. Parce que vous citez que l'Algérie, mais si vous voulez avoir une analyse fine des raisons pour lesquelles les États-Unis obligeraient les Algériens en visa touristique, il faut dans ces cas-là me citer l'ensemble de ces pays pour avoir un échantillon et un panel de réflexion. Mais vous ne citez que l'Algérie. Vous êtes en train de dire, sinon, on ne va pas parler de la France, etc. Je parle du mode de fonctionnement américain. C'est-à-dire que les Américains, et en l'occurrence Donald Trump, ne fonctionnent pas sur un système politique et diplomatique rationnel qui pourrait nous donner une capacité d'analyse. Et donc, si vous ne me citez pas les 29 autres pays et que vous comptez sur le côté rationnel des Américains, vous n'allez jamais pouvoir expliquer ce que moi je ne peux pas faire tout de suite. Vous venez de me poser la question. Donc je ne peux pas vous expliquer de manière rationnelle sans avoir une explication rationnelle. Les États-Unis fonctionnent du jour au lendemain sur des choses très importantes. On va prendre le Groenland, on a dit à Macron d'augmenter de 25%, et donc vous voudriez que je sois rationnel. Je vais vous dire... Pas, ce que je ne peux pas. Je vais vous donner des exemples juste sur le continent africain, Jamal Ghassoum. On parle de l'Algérie première en liste, donc parce que par alpha, en termes d'alphabet, donc le A, on parle l'Angola, le Bénin, le Burundi, la Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Malawi, Mauritanie, République centrafricaine et le Togo. Voilà, donc on a été classé par avec tous ces pays. Est-ce qu'il y a d'autres pays? Ça, c'est l'Afrique. Là, je vous parle de l'Afrique. Non, pourquoi? Non. Donnez-moi tous les pays. On parle du Cuba, Venezuela, Dominique, la Dominique, du Bangladesh, du Kyrgyzstan, du Népal, du Fidji, Tonga, Tuvalu, et voilà. Donc, c'est cette liste. Il y a 38 pays. Il n'y a pas la Tunisie, il n'y a pas le Maroc. Voilà, on a été classé par des pays comme l'Angola, par exemple, le Bénin, le Burundi, le Djibouti, alors que l'Algérie, c'est un grand pays, Jamal Ghassoum. C'est un pays quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais je vous dis, maintenant que vous avez cité tous les pays, je vous dis, malgré ça, j'aurais voulu avoir d'autres pays qui soient cités pour me faire ou tenter de faire une analyse et non pas une information. Mais je dis que le système américain fonctionne. D'ailleurs, ils ont enlevé le président vénézuélien et ils mettent le Venezuela dans la liste, d'après ce que j'ai compris. Donc il n'y a rien à comprendre de manière rationnelle qui puisse expliquer cela. Très bien, c'est Jamal. C'est très clair. Maître Salah Dbouz, en terminant avec vous, votre avis sur cette décision américaine, c'est irrationnel parce que les États-Unis réagissent avec l'irrationalité, on ne peut pas l'expliquer, ou c'est une humiliation pour l'Algérie, surtout que si la raison c'était parce qu'il y a beaucoup de haragas qui quittent l'Algérie, c'est la même chose avec le Maroc, c'est la même chose avec la Tunisie. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat en 2 minutes, s'il te plaît, Sissal? Les États-Unis, c'est un pays qu'on peut critiquer, c'est le néocolonialisme, etc., ou le gendarme, le monde, tout ça on peut le dire. Mais ils ont quelque chose de rationnel. Le président déclare une politique. Après, le choix des pays, ce n'est pas le président qui décide, ce sont des institutions. Trump, il va demander à des institutions de l'immigration de lui donner des statistiques. D'après une petite recherche que je viens de faire, les statistiques que Trump a demandées, ce sont les citoyens des pays qui restent aux États-Unis malgré l'expiration de leur visa ou qui n'ont pas de ressources dans leur pays d'origine ou dont les régimes militaires sont instables, etc. Ce sont des paramètres que des spécialistes déterminent, Donald Trump qui a déclaré combattre le fléau de l'immigration qui cause du tort. Et Trump a dit, moi je ne suis pas d'accord avec les gens qui viennent de façon clandestine aux États-Unis, il faudrait que je les fasse quitter. Après il dit, il faut serrer la vis pour les gens qui viennent aux États-Unis, il faudrait mettre une contrainte. Contre qui? C'est des éléments techniques, ça n'a rien à voir avec le Harga, etc. Le Harga, c'est vers l'Europe, c'est pas vers l'américaine. Donc, à mon avis, moi j'ai vu les critères déterminés. Sa relation avec, c'est vraiment technique.
vous partez aux États-Unis avec un visa touristique, vous ne revenez pas. Les Algériens qui partent aux États-Unis avec un visa touristique constituent l'un des taux les plus élevés qui ne reviennent pas. On leur demande une caution parce que c'est avec cette caution qu'on va les prendre en charge après pour le retour. Ensuite, votre pays constitue une instabilité politique. C'est un risque. Donc, de toute façon, il y a des paramètres. Et c'est à partir de ces paramètres que les pays sont désignés. Voilà. Très bien, très clair. Maître Saad Bouz, merci beaucoup, avocat défenseur des droits de l'homme à partir de Bruxelles. Si Jamal Debbouze, merci beaucoup, militant politique qui était avec nous à partir de la France. C'est Nassar Djoudatik Saha. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Inch'Allah, je vous donne rendez-vous demain. Comme la Narbi, salam alaikum.